C'est un film qui se passe une journée d'été caniculaire dans un quartier de Brooklyn qui s'appelle Bed-Stuy, où différentes communautés se confrontent, vivent ensemble, et ça va créer une certaine tension. Yes, children, this is the cool out corner. Okay, no freedom. I'm the boss. You want freedom? There, that's freedom. You take an order and you take it out. He's got an order there for you. You know, deep down inside, I think you wish you were black. Hey, Sal, how come we got no brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Make everybody see in order to fight the power that be. Fight the power. Why don't you move back to Massachusetts? I was born in Brooklyn. I'm organizing a boycott of South Spain. The radio around here, I can't even hear myself think. We want the black people on that motherfucking wall of fame now! Come on, what? Always do the right thing. Fight the power. That's it? That's it. Fight the power. Alors pourquoi ce film il est si important et pourquoi il vous a tant marqué? Parce qu'il a permis de faire évoluer les mentalités concernant la perception des Noirs au cinéma à Hollywood, que ce soit devant la caméra et derrière. Il faut resituer le contexte. Le film sort en 1989. Il est présenté au Festival de Cannes en compétition officielle. Et à cette période-là, le cinéma afro-américain est totalement marginalisé. Et il est dans les petits circuits, il n'est pas projeté sur les grands écrans. Il n'est pas produit par Hollywood. Il n'est pas produit par Hollywood, mais même le cinéma indépendant afro-américain, quoi. Il n'existe quasiment pas dans les années 80. Il y a simplement Eddie Murphy qui fait des films comiques. Et là, le film de Spike Lee arrive comme une bombe parce que il brise tous les codes du cinéma. Voilà. Donc, et quel est l'accueil à l'époque? L'accueil, il a un très bon accueil, mais surtout, on pense qu'il aurait dû avoir la Palme d'Or. Mais c'est le président du jury, Wim Wenders, a préféré un film de Steven Soderbergh. Selon certaines rumeurs... Sexe, mensonge et vidéo? Sexe, mensonge et vidéo. Et selon certaines rumeurs, Spike Lee n'était pas content. Il attendait avec une batte de baseball. Moi, je pense que ça, c'est extrapolé. Les rumeurs donc, voilà. du cinéma. Donc, c'est un film culte qui a redéfini la pop culture. Pourquoi? Parce que c'est quand même extraordinaire que Spike Lee fait un film sur son quartier, Bed-Stuy, dans Brooklyn, à New York, où il introduit des éléments, des codes qui vont redéfinir la pop culture. On commence par l'écriture, le sujet, le thème. C'est qu'il parle de manière frontale de la question identitaire, comme ça n'avait jamais été traité dans le cinéma. Sur les codes vestimentaires, tout le monde connaît la Air Jordan de Michael Jordan. Les baskets. Voilà, qui est maintenant dans la culture pop, voilà. Et la première fois qu'on la voit, c'est dans Do the Right Thing, où il y a une scène. Elle n'est pas simplement que là, uniquement, mais elle participe concrètement au film. Et la troisième chose, c'est le rap, avec la musique qu'on a vue voilà, dans la bande-annonce de Public Enemy. C'est la première fois qu'on voit une chanson répétitive, redondante dans un film qui fait l'ouverture du film. C'est le générique du début du film. Ça n'était jamais arrivé. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que le film devient cultissime et qui brise tous les codes et qui ouvre une voie à toute une génération de réalisateurs et d'auteurs, que Hollywood va comprendre qu'il se passe quelque chose, que Hollywood va commencer à produire. Donc, au début des années 90, on va parler de cette vague noire, dont le chef de file est le regretté John Singleton. Mais il va y avoir d'autres courants, d'autres réalisateurs qui vont s'engouffrer dans la brèche et raconter leur propre histoire et qui va influencer tout le cinéma américain jusqu'à aujourd'hui.